Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Mayotte, département abandonné depuis des années par la classe politique. À siffler la fin de la récréation, ils vont reprendre leurs ressortissants et s'ils ne les reprennent pas, eh bien, nous prendrons des mesures qui seront des mesures extrêmement fermes. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Nous, les Comoriens, nous vivons grâce à Mayotte, puisque Mayotte est française. Si le droit du sol est supprimé, c'est une régression, même pour nous ici. Mais un véritable mur administratif qui alourdit l'atmosphère, ici, dans les rues des villes de cette île, au large de Mayotte. Il faudra légiférer pour qu'à Mayotte, comme partout sur le territoire national, la France reprenne le contrôle de son émigration. C'est ce qu'a dit, en tout cas, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En face, Marine Tondelier a dit « Ce n'est pas l'immigration qui a causé le cyclone Chido, c'est le changement climatique ». Alors parlons vrai, faut-il mettre la pression sur les Comores d'où vient la quasi-totalité de l'immigration clandestine à Mayotte? Comprenez-vous l'exaspération des Mahorais? Et à cette question, Bruno Retailleau a-t-il raison de mettre la question de l'immigration sur la table à Mayotte? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Philippe Vigier, ancien ministre des Outre-mer et député Modem d'Eure-et-Loire. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté votre invitation. Philippe Bilger. Notre invitation, pas votre invitation. Philippe Bilger. Franchement, je ne connais pas Mayotte autrement que par l'intercession médiatique, mais il me paraît évident. D'ailleurs, le changement climatique, évidemment, ça n'est pas l'immigration qui est responsable de ce qui a dévasté Mayotte. Ça me paraît une évidence. Mais pour le reste, j'ai eu des échos récents sur l'importance dévastatrice de l'immigration en provenance des Comores à Mayotte. Et je pense que si on ne parvient pas à régler ce problème-là, eh bien, je crains que Mayotte ait le sentiment en permanence d'être délaissée, abandonnée. Et il est évident qu'il y a sans doute des solutions politiques à mettre en œuvre. Pierre-Yves Martin. Moi, je trouve que cette situation, c'est une vraie poudrière. Je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur a eu raison d'évoquer ce sujet d'immigration maintenant, puisqu'on est encore en pleine période émotionnelle. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va y perdre beaucoup, parce que l'État français, je le crains, n'a absolument pas les moyens de reconstruire un territoire de manière cohérente et alignée avec les niveaux des autres départements français. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir se sortir de cette équation, et ça m'inquiète parce que il va y avoir du coup une certaine dangerosité, une certaine violence sémantique, mais aussi idéologique très forte, et on va s'y perdre en termes de lien avec la nation. François Ozillot. Encore une fois, il y a le fond et la forme. Marine Tondelier a raison. C'est pas l'immigration qui a soufflé le cyclone ces derniers jours. Quant à Bruno Retailleau, il redit quelque chose qui avait été dit par ses prédécesseurs. Il y a un réel problème d'immigration à Mayotte qu'il faut régler. Après, en termes de timing et de tempo, je suis pas sûr que c'était le bon moment pour le faire. Il y a quand même entre un tiers et la moitié de la population qui est en situation irrégulière. Il y a des problèmes de services publics, de saturation, problèmes de niveau médical de la santé qui est quand même pas du tout le même que sur l'Hexagone. Et il y avait un constat quand même qui avait été fait par des parlementaires lors d'un rapport de 2023, Lyot et Horizon, qui sont quand même pas d'affreux fascistes, qui disaient qu'il y avait un vrai sujet d'appeler à la réduction de l'immigration à Mayotte. Donc les deux ont raison, c'est juste qu'il faut traiter le sujet maintenant et dans le bon ordre. Philippe Vigier, vous êtes ancien ministre des Outre-mer et aujourd'hui député Modem d'Eure-et-Loire. Vous connaissez bien les Outre-mer, vous connaissez bien Mayotte. Est-ce que Retailleau a finalement mis le doigt où ça fait mal ? Écoutez, il a mis le doigt là, sur un sujet que tout le monde connaît. Je vais juste rappeler un chiffre. En 30 ans, la population de Mayotte a été multipliée par 4. Donc, le fait de dire qu'il y a une immigration très puissante, c'est la vérité. Il faut rajouter, vous avez une autre explication très simple. La plus grande maternité d'Europe, elle est où? Elle est à Mamoudzou, à Mayotte, avec 13 000 accouchements par an, avec 70% des femmes qui viennent des Comores. Voilà les vrais chiffres. Donc, le sujet actuel, c'est quoi? C'est d'abord évidemment la compassion pour les Mahorais et les Mahorais qui ont été frappés si violemment. Deux, je l'ai dit dans une question que j'ai posée au Premier ministre cet après-midi, au-delà des mots, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Il faut rebâtir, c'est construire des écoles, c'est construire des logements, parce que, vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait ces bidonvilles où avec Gérald Darmanin, on voulait les détruire, les mêmes, notamment les Verts et d'autres, les parapolitiques, faisaient des recours pour qu'on ne détruise pas ces logements qui sont totalement intolérables, avec des tôles ondulées, enfin quelque chose d'insupportable. Donc on a une crise sanitaire à éviter immédiatement, et naturellement des secours qu'on doit déployer, la solidarité nationale il y en a plein. Troisième chose indispensable, c'est un plan de restructuration du Mayotte sur plusieurs années, parce qu'on ne rattrapera pas en 2 mois, en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'eau, on avait à peu près 50% des sujets. Vous voyez, sur l'eau, je vais prendre un exemple que chacun comprendra bien. Il faut 50 000 m3 par jour à Mayotte pour faire en sorte que chacun puisse avoir de l'eau en quantité suffisante et en qualité naturellement suffisante. On n'en produit que 25 000 à l'heure où je vous parle. Pourtant, j'y suis allé à marche forcée, on a fait 24 forages, on a augmenté les capacités de l'usine de dessalement. Pourquoi ? Parce que la population va beaucoup plus vite en augmentation qui arrive partout ailleurs, mais pas à notre territoire de France, qu'il soit hexagonal ou ultramarin, où il y a ce tel phénomène migratoire aussi puissant. Donc il a raison de dire que ce sujet, il faudra le traiter. Voilà, il n'y a pas d'urgence absolue de le traiter demain matin, mais il faut le traiter dans les semaines qui arrivent. Philippe Bilger. Monsieur le ministre, que pensez-vous d'une idée qui a circulé dans certains cerveaux qui consistait à dire qu'au fond, on aurait pu prendre le modèle de la Polynésie française et accorder l'autonomie à ces territoires en laissant évidemment les problèmes du régalien dans les mains de l'État, mais que une forme d'autonomie leur aurait appris à se débrouiller un petit peu de manière plus efficace et en assumant davantage leurs responsabilités. J'entends ce que vous dites, mais vous savez, Mayotte est un département français depuis quelques années. C'est 2011. Nous sommes fin 2024. Ça fait 13 ans. Donc, ce retard accumulé au fil des ans, vous n'arriverez pas à le combler. Qu'il faille une évolution statutaire de la demande. Le Conseil départemental de Mayotte avait travaillé sur un peu plus de 150 mesures, j'ai beaucoup travaillé avec eux, d'évolution institutionnelle, faire également de légal, de façon à ce que l'on puisse avancer, si vous voulez, pour eux, pour leur donner plus de leviers, pour être plus efficaces dans les politiques publiques qu'ils conduisent au quotidien. Mais en Polynésie, l'État français est très présent, comme vous le savez. Ça a beau être une collectivité d'outre-mer qui a beaucoup de compétences, l'État est là en soutien. Là, c'est beaucoup plus difficile. On a, franchement, une reconstruction puissante à conduire. Il y a la piste de l'aéroport, le port, pour des logements, je peux citer des écoles, 20 000 enfants qui ne sont pas scolarisés à l'heure où je vous parle, faute d'école. Enfin, alors qu'on parle des promesses républicaines, elle est totalement abandonnée. Il y a ce plan de rattrapage où l'État doit piloter avec les élus locaux, avec les associations, enfin bref, tous ceux qui ont envie d'avancer, et croyez bien que les Mahorais et les Maoris qui ont affronté X crises, ils sont capables de relever la tête. Il y a des très belles perspectives. Et puis dans les filières économiques, parce que on importe quasiment 90% de ce qui arrive dans les assiettes ou de l'eau, évidemment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a actuellement des insuffisances structurelles très très fortes. Qu'il faille ensuite, pour répondre finalement à votre question, à une évolution institutionnelle un peu plus tard, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pierre-Yves Martin. Oui, moi j'avais une question à poser, à partager. Ce plan de reconstruction que vous appelez, comment faire pour le sécuriser, sachant qu'en France, on a quand même un des gros défauts, c'est qu'on est incapable de faire les choses dans la durée. Et que à chaque prochain changement de majorité ou d'influence politique, ça sera une occasion pour réorienter la trajectoire de ce plan de reconstruction, pour l'abandonner, pour l'amoindrir. Et compte tenu du contexte budgétaire actuel qui n'a aucune raison de s'améliorer à court terme, il n'y a aucun véritablement garantie de préserver ce plan de reconstruction. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'imaginer un dispositif qui soit un petit peu, entre guillemets, intemporel et qui permette d'avoir une trajectoire un peu plus longue sur 10-15 ans pour faire les choses correctement pour une fois? Votre remarque est tout à fait pertinente. J'ai faiblesse de penser, comme j'ai une fois plus dit cet après-midi au Premier ministre, que sur tous les bancs confondus, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, on veut des Mayotte. Donc une programmation pluriannuelle dans ce qu'on appelle une loi de programmation pluriannuelle dans laquelle on cible à la fois les thématiques, les objectifs, et on regarde si on y arrive avec d'une ingénierie, enfin bref, et avec des financements à la clé. Ça engagera, en démarrant maintenant, que ce gouvernement tienne 1 an, 2 ans, 3 ans, et que d'autres arrivent derrière, ça engagera les uns et les autres dans la durée. On ne peut pas faire quelque chose de fragmenté, et vous avez parfaitement raison. Mayotte exige, je pense pendant une dizaine d'années, qu'on mette le paquet, un véritable plan Marshall pour Mayotte. Parce que sinon, vous savez, les Mahorais et les Mahorais, le défilé des ministres, c'est pas leur sujet. Ce
qui les intéresse, c'est qu'on s'occupe d'eux et qu'on avance. Bruno Retailleau a bien fait d'aller sur place. C'était indispensable qu'ils viennent tout de suite. Là maintenant, ce qu'ils veulent pas, c'est des promesses, ils veulent pas des phrases, ils veulent simplement, de façon concrète, une programmation pluriannuelle et qu'on dise quels objectifs on veut atteindre et comment on les atteint. Parce qu'on ne pourra pas, sur ces territoires qui sont, vous savez, les territoires ultramarins, vous avez beaucoup travaillé dessus, sont beaucoup plus exposés que les territoires hexagonaux à des risques sismiques, à des risques climatiques. Mais on a un exemple qui a fonctionné il n'y a pas longtemps, qui permet de rappeler, c'est Irma. Vous savez, Irma qui s'était abattu sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont les îles des Antilles françaises. Il y a eu un délégué interministériel qui a été nommé, qui a fait un travail formidable d'accompagnement de ce territoire pendant 4 ans. 4 ans plus tard, une grande partie des stigmates de ce cyclone ont disparu. Donc vous voyez que dans la durée, on est capable de faire. D'accord, François Villot. Aujourd'hui, c'est le temps des recherches et du sauvetage, ensuite du deuil, ensuite de la reconstruction. Comme ça a été dit par ceux qui sont intervenus avant, est-ce qu'on aura les moyens dans un contexte financier et budgétaire extrêmement contraint? Et puis, désolé pour ce cynisme, mais je crains que l'actualité, à un moment donné, remplace aussi l'actualité et qu'à un moment donné, on oublie les Mahorais. Je me rappelle à chaque fois que l'actualité comme ça est très tragique, mais que quelques jours après, un autre événement encore plus tragique arrive. Ça me rappelle une phrase d'Édouard Philippe dans un documentaire que vous avez peut-être vu, Édouard, mon pote de droite, qui disait que son job de Premier ministre, à l'époque où il l'était, c'était de gérer une succession de mauvaises nouvelles et laquelle il devait mettre en priorité. Et là, on voit bien qu'on est envahi de mauvaises nouvelles encore plus, je trouve, ces derniers mois, ces dernières années, avec des crises multifactorielles, des événements climatiques tragiques. Et donc, j'espère que dans les mois et les années qui viennent, on traitera ce sujet d'immigration, parce que là-dessus, Bruno Retailleau a raison, et c'est pas un hasard si son prédécesseur avait remis en question le droit du sol. Mais il y aura vraiment un énorme plan de rattrapage et de reconstruction à opérer, et ça nécessitera beaucoup de moyens et une attention qui ne faiblira pas, même si ils ne sont plus dans le spectre de l'actualité. Philippe Vigier. En tout cas, je vais vous dire un mot, vous avez complètement raison, mais je peux vous dire une chose. Franchement, du fond du cœur, c'est que c'est pas des mots de circonstance. Moi, je suis plus en responsabilité depuis 1 an, mais pour autant, Mayotte, comme la Polynésie, comme la Nouvelle-Calédonie, c'est des territoires pour lesquels j'affectionne. Et croyez bien que les parlementaires, ce sera leur boulot. Le boulot du Parlement, c'est quoi? C'est de contrôler l'action du gouvernement. Mais il faut engager tout le monde dans un tel plan. Toutes les forces politiques doivent être uniquement dans la compassion et dans la construction. Et bien après, on a une capacité d'évaluation, de suivi permanent. Moi, j'ai demandé, vous voyez, qu'on soit capable de bâtir un établissement public dans lequel il y avait l'État, bien sûr, le département, puis d'autres collectivités qui pouvaient, comme des grandes communes, qui pouvaient nous rejoindre, et qu'il y ait des parlementaires qui suivent ces travaux. Et là, ça engage. Il y a des choses qu'on sait faire dans la durée. Regardez, la loi de programmation militaire, elle s'inscrit dans la durée. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qu'on appelle la LOPMI, elle s'inscrit également dans la durée. Et ça, l'enjeu, c'est celui-là. Est-ce qu'on est capable, sur 5 ou 10 ans, de se dire, et je pense qu'il faut au minimum 10 ans, battre cela. Et puis, sur la question de l'immigration, on ne la mettra pas sur le tapis. Ceux qui parlent du Conseil d'immigration en la mettant sur le tapis ne sont pas allés voir sur place. Moi, je suis allé à 5 reprises. Je vous assure qu'il faut voir les choses sur place pour comprendre. Monsieur le ministre, en dehors de la passion et que vous manifestez si bien et l'intérêt pour les territoires d'outre-mer, est-ce que vous ne croyez pas tout de même que derrière le sentiment qu'aucune politique cohérente et efficace n'a pu être menée, est-ce que ça ne vient pas d'une sorte d'indifférence à l'égard de territoires qui ne semblent pas relever naturellement de la métropole? J'ai l'impression d'entendre trop souvent des discours citoyens ou partisans qui disent mais on n'a pas besoin de ces territoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ceux qui disent ça ne connaissent pas les territoires ultramarins. Je rappelle que la France, c'est la 2e façade maritime mondiale. La France, c'est 75% de la biodiversité mondiale au travers de tous les territoires ultramarins. La France, elle a la chance d'avoir des territoires ultramarins qui sont dans des lieux de position géostratégique majeure. Là, vous êtes dans l'océan Indien. Si vous partez en Polynésie, vous savez très bien qu'avec les Pacifiques, il y a des enjeux géostratégiques également très importants. On a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie, des ingérences. Dans ce monde qui bascule sur nos yeux, dans ce monde qui évolue à une vitesse folle, où en une semaine, on a vu Bachar al-Assad tomber, on a vu la Corée du Sud, dont on imaginait que c'était un pôle de stabilité, où un président voulait déclarer la loi martiale. Donc ça veut dire, et puis je ne parle même pas du Moyen-Orient que chacun connaît parfaitement, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une géopolitique. On a besoin d'avoir cette richesse
cela, mais ces territoires, la France sur ces territoires-là ne serait pas la France parce que c'est une véritable richesse, mais on leur doit en retour de leur apporter une capacité de développement, des leviers. Et ça, c'est une exigence qu'on doit porter plus encore. Et vous savez, on avait lancé avec Elisabeth Borne, je termine là-dessus, ce qu'on appelle le Conseil interministériel des Outre-mer. C'est une feuille de route qui avait été donnée, qui avait été bâtie avec les territoires, qu'il faut certes améliorer, qui n'est pas parfaite, mais qui était un objectif majeur avec des mesures pour sortir justement ces territoires des difficultés qu'ils rencontrent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Philippe Vigier, ancien ministre des Outre-mer et député MoDem d'Eure-et-Loire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Pierre-Yves Martin, merci beaucoup François Ozillou, merci beaucoup Philippe David. Philippe, on vous retrouve dès 20h pour les vrais du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Sénat. Et dans un c'est les instant, vrais voix de l'emploi. Exactement, la révolution de l'intelligence artificielle. Quel avenir pour l'emploi? On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.